Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ouraille se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Célia, comment tu vas? Hello Lisa, ça va et toi? Super, ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui pour nous raconter ton tournage 100% train. Exactement. Que tu fais avec ton ami Léo. Oui, tout à fait. Et avant d'y venir en détail, est-ce que tu peux te présenter? Carrément, je m'appelle Célia, j'ai 31 ans, je vis dans le Pays Basque. Je suis de passage à Paris pour quelques jours pour tourner ce podcast avec vous. Merci pour l'invitation. Je me suis vraiment spécialisée dans la sensibilisation sur les enjeux climat, mais avec un angle plutôt positif, inspirant pour encourager le passage à l'action et via différents formats, que ce soit un livre, un podcast et un film à sortir bientôt. Et sur les réseaux, on peut vous retrouver avec le nom Tomorrow Project. Exactement, tu peux nous suivre sur Instagram avec Tomorrow Project et aussi sur LinkedIn. Trop bien. Et donc, vous avez fait un projet de documentaire. Et avant ça, il me semble qu'il y a eu un autre projet encore. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Avec Léo, on bosse tous les deux sur le projet depuis 4 ans, Tomorrow. Et en fait, on aime bien se lancer des challenges de nouveaux formats à découvrir. On ne maîtrise pas forcément tous les formats, mais en fait, c'est une façon d'apprendre. Et au début, quand on a pris notre claque sur le changement climatique et qu'on a changé de vie, on est passé de CDI à chômeur. Et on s'est dit, autant être chômeur engagé. Et c'est là où on a commencé à faire ce projet. Et on s'est dit, on a envie de partir explorer les solutions au changement climatique, parce qu'on parlait beaucoup de problèmes, mais pas trop de solutions. Et donc, on est parti pendant 6 mois faire un tour d'Europe et on en a écrit un livre, un tour d'Europe des solutions au changement climatique. Qui est déjà sorti, du coup? Qui est sorti il y a 3 ans, qui a été auto-édité de A à Z. En fait, on a tout fait nous-mêmes, que ce soit l'écriture, la mise en page, mais aussi la distribution. Et on a eu de la chance d'être dans plus de 150 points de vente en France et on a vendu ce livre à 3000 exemplaires. Donc, ça a été un beau premier succès. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es accro au train? C'est une bonne question. Oui, je pense. Tu vois, la semaine dernière, ma mère m'a envoyé un SMS et elle m'a dit « Est-ce que tu es toujours dans un train ?» Parce que je pense que je passe, ma vie dans le train. Génial. Et c'est depuis toujours ça? Oui, récemment, évidemment, le train a pris une place significative dans ma vie parce que comme je suis engagée, j'essaye de limiter le transport en voiture, limiter le transport en avion. Et en plus, j'habite au Pays Basque, qui est quand même à 4h30 de la capitale, et je rentre très souvent à Paris où dès que j'ai envie d'aller ailleurs, il faut prendre du train. Donc oui, je passe énormément de temps dans le train. Et en même temps, j'essaye de me dire que je condense des longs voyages en train, donc je passe beaucoup de temps dans le train et qu'au quotidien, j'ai essayé de réinventer ma façon de vivre en prenant de moins en moins les transports en commun parce que j'ai la chance d'habiter en ville et d'avoir mon travail à 10 minutes à pied de chez moi. Donc avec ton compagnon Léo, vous avez fait un tournage récemment 100% en train et en Europe d'ailleurs, pour réaliser un documentaire sur l'inaction, entre parenthèses, l'inaction climatique. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet? Donc comme tu l'as bien dit, c'est inaction, entre parenthèses avec le in, pour vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a un changement climatique mais on n'agit pas toujours face à cette urgence. Et donc on va comprendre ce qui nous fiche dans l'inaction et comment on peut la dépasser pour se mettre en action. Et donc ça, c'est un peu la question qu'on se pose avec Léo depuis 2 ans maintenant et qui nous a amené à faire un film, toujours dans l'idée de se poser le challenge de faire un nouveau format de sensibilisation grand public. On s'est dit, un livre, tu as peut-être une barrière à l'acheter. Un film, c'est quelque chose qui se regarde facilement entre amis chez soi ou alors, tu vois, on a quand même cette culture d'aller facilement sur YouTube, facilement sur Netflix pour regarder des films et des séries. Et donc, on s'est dit, c'est un bon moyen de toucher une audience large. Ce projet, c'est un long projet. Je pense que c'était beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé à la base parce qu'on a dû aller chercher un producteur, chercher un diffuseur avec une chaîne télé, chercher des financements parce qu'on a un budget de 160 000 € et après trouver ce qu'on raconte dans le film. Mais là, on arrive quasi au bout du projet. Maintenant, c'est la diffusion qui reste à faire. D'accord. C'était quand? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé début 2023. Et sur combien de temps? Parce que là, on y est encore, il me semble. Déjà, on a mis 8 mois à vraiment façonner ce qu'on voulait raconter dans le film et trouver un producteur. Ensuite, ce producteur a mis 6 mois à trouver une chaîne télé. Et ensuite, on a pu planifier le tournage qui a duré 6 mois. Le montage, on est sur une période assez courte parce qu'on a des délais de rendre le film à la télé avec une certaine deadline. Donc, on est sur 3 mois de montage.
Et après, la diffusion, je pense que c'est un film qui va vivre pendant au moins 2 ans. Donc, tu vois, c'est un projet quand même... je pense qu'on ne s'imaginait pas avant de se lancer là-dedans que c'est un projet qui allait durer 4-5 ans de notre vie. Tu m'étonnes. Et quand est-ce que ça sort normalement ? J'ai pas la date officielle de sortie, mais je pense que ça va sortir début 2025, donc à la télé. Et évidemment, on fera des diffusions grand public parce qu'on a envie que ce film il soit diffusé le plus largement possible. Donc on est encore en discussion pour des avant-premières cinéma dans toute la France. Alors là, on va aborder les points un petit peu techniques de comment vous avez organisé tout ça. Déjà, tout ce qui est réservation, recherche de production, tout ce que tu veux nous dire d'ailleurs sur ce long processus, l'équipe aussi. La première étape, ça a été vraiment de chercher un producteur parce qu'en fait, avec Léo, on est directement allé taper à la porte des chaînes télé et les chaînes comme TF1 par exemple nous ont dit il faut que votre producteur nous parle. Et nous, avec Léo, on ne comprenait même pas ce que c'était un producteur à l'époque. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait aller convaincre un producteur qui allait prendre ton idée comme son bébé et ensuite aller convaincre des chaînes télé pour une diffusion. Un producteur, c'est un peu comme un éditeur d'un livre. Il te fait confiance sur ton idée, il la façonne un peu à son image aussi parce qu'évidemment, il rajoute sa touche. Donc, trouver un producteur, ça nous a pris 8 mois. Et en plus, il a fallu trouver un producteur qui soit aussi en accord avec votre projet, éthiquement. Oui. Carrément. Oui, un producteur qui soit d'accord sur le plan éthique, mais aussi que c'est une énorme prise de risque pour lui, on s'en rend pas compte. Mais nous, on est un documentaire qui sort un peu des cases, dans le sens où on vient pas de ce milieu-là. On n'a jamais fait de documentaire avant, donc il faut quand même réussir à vendre ça. On connaît pas les codes du cinéma, parce que mine de rien, on s'est vraiment rendu compte que c'était des codes. Nous, on arrive avec notre idée et en fait, ça marche pas. Dans le sens où il faut trouver des personnes qui soient visuellement intéressantes à filmer. Et en fait, si tu trouves une personne qui est juste derrière un bureau, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bien sûr, c'est pas du tout pour critiquer tous ceux qui travaillent derrière un bureau, j'en fais partie. Donc, quand on regarde un docu, on a besoin d'avoir un regard neuf et du coup, des choses visuellement surprenantes. Donc, on a énormément retravaillé le script pour vraiment dégrossir ce que nous, on avait imaginé. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, on a pu aller pitcher le projet à la télé. Donc déjà, tu vois, on a trouvé le producteur. Après, pendant plusieurs mois, on a retravaillé le script. Ensuite, on est allé trouver une chaîne télé et là, pareil, ça a pris des plombes. On a eu un oui, puis un non, puis un peut-être, puis en fait, au bout de 2 mois, finalement, oui, c'est bon. Et il a fallu organiser le tournage en urgence parce qu'on avait des délais hyper courts. On nous a donné un go au début mai et on nous a dit il nous faut le film en novembre. Donc, tu vois, ça laisse 6 mois pour faire tout le tournage et pour faire le montage. Et donc voilà, à partir de là, on est parti. Et la partie du tournage, on imagine toujours que c'est genre le truc du film, mais en fait, c'est que 5% du film. Tu vois, on a fait 16 jours de tournage pour sortir un film de 60 minutes. Donc ça paraît quand même très peu. Et puis j'imagine aussi dans le dossier de production, de prendre le parti pris de ne prendre que le train. Est-ce que ça a mis des freins dans le financement du projet ? Oui, ça a mis des freins parce que le budget était beaucoup plus élevé. Je vais pas te le cacher. Et j'ai une petite anecdote à te raconter là-dessus. C'est que pour notre équipe qui est partie à Londres en mai, on était une équipe de 8 personnes. Et en fait, l'avion coûtait 800 €, le train coûtait 2300 €. Donc rien que ça, on parle quand même du simple au triple. Et ça, c'était fois tous les tournages, donc fois 16 jours de tournage. Alors, j'ai pas à chiffrer vraiment la différence financière, mais je pense que c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros en plus pour ce projet. Et en même temps, pour nous, c'était vraiment 0 concession à faire. En fait, on fait un film dans l'environnement et dans l'engagement et on calcule notre empreinte carbone. Donc, full transparence, il n'y a pas de questions à se poser. Et tu as fait un post LinkedIn d'ailleurs pour dénoncer ça ? Oui, j'ai fait un post LinkedIn pour dénoncer ça. Il s'est passé un truc de fou. Il y a quelqu'un qui a vu ce post LinkedIn qui a fait, je pense, 150 000 vues, ce qui prouve quand même que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et pas que nous. Et une personne m'a dit, écoute, je te donne 1100 € pour que tu puisses prendre le train au lieu de prendre l'avion et tu me remercieras au générique, mais c'est important pour moi de faire ma part. Et vraiment, j'étais ultra touchée, donc ça fait partie des belles histoires de ce film. Et sinon, voilà, comment on organise aussi tout ça ? On organise à l'arrache. Non, mais en fait, c'est toujours très compliqué parce que le tournage, en fait, comme nous, on va suivre des personnes. Il y a un monde entre ce que tu imagines et ce qui se passe. Ça, il faut le savoir et ça demande quand même beaucoup de flexibilité. Pour moi qui suis dans l'organisation, c'est compliqué. Parce que, tu vois, là, on a un tournage dans 5 jours. Je n'ai toujours pas la confirmation qu'on va avoir ce tournage. Donc, ça amène des situations où tu as
dans ton application SNCF 5000 trains. Enfin, j'exagère, mais tu as 10 réservations dans ton application SNCF et tu te dis, bon, bah, au moins, j'ai le choix. D'un point de vue logistique, c'est juste qu'il faut faire déplacer 8 personnes et il faut tout organiser de A à Z. Et après, heureusement, on a une assistante de production qui nous aide là-dessus. Et comment vous avez trouvé les membres de votre équipe ? On a fait confiance à notre producteur qui, lui, a une équipe avec qui il travaille toujours. Et donc, c'est des intermittents du spectacle. Donc, on a quelqu'un à la caméra, quelqu'un au son, une assistante de prod. Et tout ce monde-là est organisé par notre producteur. Ils étaient tous en accord aussi avec l'idée du projet ? Oui, ils sont d'accord avec le projet parce que c'est quand même un projet engagé qui demande du coup un peu plus d'engagement de leur part personnel. Mais ils savent pourquoi. On a moins de budget, on est une petite production, on est engagé. Voilà, c'est comme ça. Et donc, pour revenir à l'idée du documentaire, c'était de rencontrer justement des intervenants qui agissent, ou non d'ailleurs, pour le climat. Quel type d'intervenants vous êtes allés rencontrer ? Alors, je vais essayer d'en dire sans trop dévoiler, mais en fait, dans ce film, on a 3 parties. On s'interroge à chaque fois sur les freins et comment les lever. La première partie, c'est sur les freins de l'individu avec le cerveau, la psychologie comportementale. La deuxième partie, c'est sur les freins de la norme sociale, donc tout ce qui est nos codes culturels. Et la troisième partie, c'est sur le système avec les freins politiques et économiques. Et dans chacune de ces parties, on a pris une personne de notre famille qui n'est pas engagée face au climat et on l'a amenée avec nous pour rencontrer quelqu'un d'engagé, qui a une forme d'engagement surprenante pour justement montrer des nouvelles formes d'engagement et qui se pose les questions à comment soulever les freins sur sa partie à lui spécifique. On s'est par exemple retrouvé avec donc mon papa, ancien fonctionnaire, qui s'est posé la question avec une personne engagée de comment est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur en s'attaquant donc à des grands groupes d'un point de vue économique. On s'est retrouvé avec ma cousine entrepreneuse qui est allée dans un milieu de personnes très aisées pour comprendre comment elle s'engageait pour le climat. Donc, tu vois, on critique souvent les personnes les plus aisées avec leur jet privé, mais il y a aussi des personnes qui s'engagent et donc comment elles peuvent faire changer leurs normes sociales au sein des ultra-riches. Les 3 personnes de notre famille, c'était 3 personnes de générations différentes. Donc, on a par exemple Hugo qui a dans la vingtaine et qui croit que c'est la fin du monde, qui est hyper connaisseur sur le climat, mais du coup, qui est bloqué dans l'inaction. Il y a ma cousine qui a 45 ans et qui se dit c'est plutôt la faute des autres et c'est une excuse qu'on retrouve très souvent. Et il y a mon papa qui se dit 75 ans, ancien fonctionnaire, moi je pense que chaque génération a eu son combat, j'ai eu le mien et c'est plutôt à ma fille de faire. Et donc en fait ces 3 personnes, elles représentent aussi les questions qu'on se pose autour de nous face au climat sur comment est-ce qu'on peut passer à l'action et dépasser un peu ces excuses de l'inaction. C'est hyper intéressant. Et j'imagine que vous parlez aussi d'éco-anxiété, en tout cas que vous évoquez ces termes-là. On parle d'éco-anxiété. Justement, on en parle avec les chercheurs parce que là, je ne t'ai pas encore parlé de la 3e catégorie de personnes qu'on a dans le film, c'est des chercheurs. En fait, dans le film, on voit des situations réelles et on a aussi donc, la recherche qui appuie ces propos d'un point de vue scientifique sur les dernières recherches sur le passage à l'action. Et on a notamment un chercheur en psychologie qui nous a parlé du rôle des émotions dans le climat. C'est qu'en fait, on ressent tous des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et les enfants ressentent beaucoup plus ces émotions. Et en tant qu'adultes, on a finalement un peu effacé ces émotions au fil du temps, ce qui fait que la façon dont on les ressent, ça va nous figer dans l'inaction ou au contraire nous faire passer à l'action. Mais pour comprendre ça un peu plus, il faudra voir le film. Au niveau du budget, donc tu m'as dit que ça a coûté 160 000 €. Comment ça a été réparti ? On a fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. On a trouvé des sponsors privés qui nous ont fait confiance, donc des entreprises. On a des demandes de subventions et ensuite l'achat d'une chaîne télé. Et ensuite, la répartition, c'est surtout les salaires des personnes avec qui on travaille parce qu'on a plusieurs personnes, que ce soit monteurs, réalisateurs, chefs opérateurs, preneurs de son, assistantes de prod, etc. C'est une grosse équipe quand même, on est une dizaine à bosser sur le projet. Et ensuite, je ne vais pas te le cacher, déplacement, c'est un gros poste sur le train, l'hébergement, etc. On a aussi sur des droits artistiques, le tournage de la bande originale du son, étalonnage, mixage, et puis de la diffusion aussi, un budget sur la diffusion, par exemple location de salles de cinéma, etc. Voilà un petit peu la répartition. Et où est-ce que vous êtes allé tourner ? On est allé tourner, on a commencé par Londres, après on est allé à Monaco, on a fait Biarritz, Tours, Amsterdam, et là il nous reste encore quelques jours de tournage à Paris.
Génial. Et est-ce que du coup maintenant tu peux nous raconter le déroulé du tournage? Alors même si ça s'est passé sur plusieurs mois, nous raconter quand même ça étape par étape. Donc premier jour de tournage. Donc on a fait 16 jours de tournage en tout. On a commencé à aller 2 jours à Londres. Donc départ avec Eurostar. C'était notre premier jour de tournage, donc c'était un peu angoissant au début. Enfin, c'était pas angoissant, mais au début, il faut s'habituer quand même au dispositif qui peut être un peu imposant. Tu vois, c'est 2 caméras qui te suivent tout le temps, qui sont des énormes caméras, et tu as une perche de son à chaque fois que tu parles. Et c'est drôle parce qu'on a commencé le tournage dans la gare du Nord à Paris pour prendre le train. Et on a tout de suite vu qu'en fait, une fois que la caméra était braquée sur toi, le regard des gens changeait. Et même certaines personnes sont venues nous prendre en photo de hyper près en pensant qu'on était des stars. Donc, c'était vraiment très, très drôle. Pour le tournage, pour aller à Londres, on voulait faire une scène dans le train parce que c'est hyper important pour nous de vraiment mettre en avant cette mobilité bas carbone. Et en fait, on a demandé à Eurostar le droit de faire un tournage dans le train, mais quelques jours avant. Et ils nous ont répondu « Ok, c'est possible, mais il faut que quelqu'un vienne avec vous parce que comme on traverse une frontière, voilà, il faut que pour la sécurité, que quelqu'un soit là. » Et donc, il y a une personne qui a fait Bruxelles-Londres pour venir nous rejoindre à Londres, pour ensuite faire Londres-Paris avec nous en train pour juste une scène de 5 minutes dans le train. Et ensuite, elle a dormi à Paris pour rentrer à Bruxelles le lendemain. Donc, c'est vraiment adorable. Donc voilà le premier tournage. Ensuite, on a fait Monaco un jour. C'était un tournage un peu épique parce qu'on c'était sur un week-end, un dimanche. Avec Léo, on avait un mariage qu'on ne pouvait pas louper. Donc on est parti du mariage à 21h. On a conduit 6 heures de route pour arriver sur place pour être prêt à 9h le lendemain. Ensuite, il y a eu... Donc, en fait, Londres et Monaco, les 3 premiers jours de tournage, on les a fait en mai-juin. Et ensuite, il y a eu la grosse pause de l'été et on s'est vraiment laissé le temps de réécrire. Et pour moi, c'était quelque chose d'un peu contre-intuitif parce que je me suis toujours dit, quand tu fais un documentaire, tu arrives avec ta caméra à l'épaule, tu filmes le réel et tu vois ce qui se passe. Et en fait, en travaillant avec le producteur, j'ai vraiment compris que le tournage, c'était 5%, l'écriture, c'était 95% du travail. Je vois que tu fais comme ça doit te parler, mais... Totalement. En fait, on a vraiment besoin de savoir à quoi sert cette scène. Même si c'est un documentaire, on filme du réel, on a quand même besoin d'avoir quelques éléments pour avoir une trame narrative qui a du sens. Et notamment, on a identifié qu'avec telle personne, on allait parler de tel sujet et il fallait que du coup, on pose des questions dans ce sens-là. Donc, on s'est laissé vraiment 2 mois d'été pour écrire énormément. Pour aussi faire beaucoup d'interviews de scientifiques parce qu'on a passé énormément de temps à parler avec des scientifiques pour vraiment comprendre le sujet du passage à l'action, ce qu'il fallait qu'on mette dans le documentaire, histoire que ce ne soit pas décorrélé de la science. Et ensuite, en septembre, on est reparti pour une semaine de tournage hyper intense où on a fait Biarritz pendant 2 jours. Le but, c'était que ce soit l'introduction du film. Donc, il y a un dîner de famille qui ouvre le film avec toute la famille présente. Et là, on commence à se poser la question de pourquoi est-ce que vous agissez pas face au climat. Ensuite, on est parti 2 jours à Tours dans un château pour comprendre comment les personnes aisées s'engageaient pour le climat et changer la norme sociale à travers leurs actions. Et ensuite, on est parti à Amsterdam pour suivre une ONG qui dépose des motions pour le climat dans les assemblées générales des groupes pétroliers pour avoir pour objectif que le plus grand nombre d'actionnaires votent pour que, par exemple, Shell s'engage à respecter les accords de Paris pour le climat. Donc ça, c'était super chouette. Et il y a une petite anecdote. Donc, au bout d'une semaine de tournage, on fait Amsterdam-Paris. Et en fait, je monte dans le train et je me rends compte que mon billet date de la semaine dernière. Il fallait absolument qu'on rentre à Paris pour des raisons personnelles et tous les trains complets, archi complets, ce jour-là, le lendemain. Et là, je me dis, mais comment je vais faire ? Donc j'étais déjà dans le train, c'est pas grave, je vais voir le contrôleur et je lui dis, on a réservé le billet pour la mauvaise date, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, il m'accepte à bord, très gentil, il comprend la situation. Et il me dit, vous pouvez, là, dans 2 arrêts, il va y avoir beaucoup de monde qui rentre, mais pour l'instant, vous pouvez vous asseoir là en attendant que le train soit complet. Bon, par pur hasard, je m'assois à un endroit et la dame à côté de moi me dit, mais vous êtes sûr que c'est votre place ? Parce que moi, j'ai les 2 sièges. Et je lui dis, ah pardon, j'avais pas vu. Il me dit, non, mais en fait, la personne n'a pas pu venir, donc le siège est libre. Et je lui dis, non, mais c'est incroyable, il faut que je vous rachète votre billet. Et du coup, je lui ai racheté son billet, le contrôleur a bien voulu, et j'ai pu rentrer à Paris pour ma contrainte. Ouf. Par rapport au matériel que vous transportiez, comment ça se passait en prenant le train ?
C'est super lourd et normalement, tu es obligé d'avoir une autorisation, notamment quand tu pars à l'étranger. Donc, on a un petit papier officiel. Mais après, en fait, à chaque fois, comme notre équipe portait énormément de matos, elle limitait les affaires perso. Donc, les affaires perso, c'était ça et le matos, c'était ça. Et donc, c'est bon, ça passait en termes de bagages. Et donc, il n'y a pas eu de contraintes particulières, enfin, il n'y a pas eu de difficultés, c'était plutôt simple. Non, même si on est quand même... ça paraît être un gros dispositif d'avoir un documentaire à 10 personnes. En réalité, on est petit et donc on n'a pas besoin de transporter des camions avec plein de trucs à l'intérieur. C'est juste nous et notre matériel et on arrive, et voilà. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, sur les tournages, de mettre toute une équipe de tournage dans un train. Oui. J'ai l'impression qu'il faut quand même réserver quelque chose en particulier pour le matériel. Non, même pas. En fait, c'est juste une réservation de groupe. Mais non, rien de particulier. Après, à chaque fois, en fait, on essayait de limiter au maximum le nombre de nuits sur place pour économiser sur les hôtels. Donc, en fait, on faisait souvent l'aller-retour dans la journée ou on restait 2 jours sur place. Donc, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'affaires quand t'es de l'équipe. Par rapport à ton expérience personnelle à l'organisation de ce tournage en train, est-ce que tu as l'impression que l'industrie des tournages, de manière générale, évolue dans le bon sens pour pouvoir organiser justement des tournages éco-responsables ? Alors, on travaille avec une entreprise sur le sujet qui s'appelle A Better Prod et qui, du coup, calcule notre empreinte carbone et qui, elle, travaille avec plein de tournages dans l'industrie. Donc, il nous apporte cette vision. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que maintenant, quand tu as une subvention du CNC, tu es obligé de calculer ton bilan carbone. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même que l'industrie prend conscience de l'impact de son poids parce qu'il est quand même assez significatif en réalité entre le tournage, mais aussi la diffusion, le fait de regarder des films en ligne, c'est sûr que ça a un certain poids carbone. Donc oui, je pense que l'industrie en prend conscience. Et quels étaient les avantages justement à prendre le train pour ce tournage ? Les avantages et les inconvénients d'ailleurs. Je pense déjà qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients, donc ça c'est pas mal. Mais l'avantage, c'est que déjà on va de centre-ville à centre-ville et souvent les tournages étaient quand même dans les centres-villes et donc t'as pas l'étape de prendre un taxi pour aller à l'aéroport ou prendre un bus qui va fatiguer les équipes. Qu'on pouvait vraiment passer du temps de qualité ensemble et du coup qu'on pouvait travailler dans le train parce que c'est pas toujours évident quand t'es dans d'autres moyens de transport. Et au niveau du matos, je pense que du coup, il n'y avait aucune contrainte sur le matos. Même, on respectait du coup les règles. Je sais qu'il y a des nouvelles règles d'application des bagages et du coup, on pouvait les respecter avec notre matériel. Donc ça, c'était vraiment ultra pratique. Franchement, comme toute notre équipe technique aussi habite à Paris, ils se retrouvaient dans le centre pour prendre le train pour aller sur le lieu. Et l'inconvénient, je dirais juste que c'est sur le poids financier, malheureusement, le fait que ça coûte beaucoup plus cher que le bus ou l'avion. Mais à part ça, j'en vois pas d'autres. Pour revenir à cette question de l'injustice entre avion et train, il y a un super rapport qui est sorti de Réseau Action Climat qui explique vraiment comment est-ce qu'on peut faire une transformation juste, et que ce soit d'un point de vue environnemental et aussi social de l'aérien. Et je pense que ça n'enlève en rien que le train est beaucoup plus cher aujourd'hui que les autres modes de transport. Je crois qu'en Europe, c'est 2,4 fois plus cher et en France, c'est 2,7 fois plus cher que l'avion. Et donc, je pense qu'il faut juste rendre ça beaucoup plus accessible. Des subventions, ça passe par des mécanismes de financement public. Notamment, je pense à des familles. Enfin, nous, on était 8. Bon, il n'y a pas des si grosses familles, mais en fait, le coût, il se chiffre tout de suite très vite. Et tu te dis, tu peux pas faire ton voyage aller-retour en train à la légère. Enfin, c'est pas une décision qui se prend comme ça et où tu te dis, je prends un billet pour le lendemain parce que juste le lendemain, c'est hors de prix. Donc nous, on avait le luxe de faire ces choix parce que c'était vraiment important pour nous. Mais honnêtement, je comprends que ce soit pas le cas pour tout le monde. Je pense que ce qui est aussi hyper important, c'est de montrer par l'exemple que c'est enviable. Notamment, je parle du train de nuit parce que le train de nuit, j'en parle tout le temps quand je fais des interventions. Et je sens que c'est un sujet qui fascine et en même temps que les gens ont quand même envie de tester. Et du coup, parfois, j'ai des messages de personnes qui me disent « J'ai testé le train de nuit suite à une de tes interventions et en fait, j'adore, c'est trop bien. Et au lieu maintenant de prendre l'avion sur un trajet, par exemple, Paris-Toulouse, je prendrai le train de nuit et c'est génial. » Donc ça, c'est pour moi le plus grand des bonheurs de dire ça. Totalement. Et vous montrez très très bien l'exemple. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de manière générale dans le train Avec Léo, on part de Biarritz en vélo et on avait un rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz. C'est à 1h30 de vélo. Et en fait, sur le train retour,
on se rend compte qu'on n'a plus de batterie pour rentrer. Et donc, on se dit, bon, on va prendre le train. Donc, on fait une petite réservation pour le TER. Et on réserve aussi des places vélo parce qu'au Pays Basque, pendant 3 mois de l'année, en période de haute, tu dois faire une réservation de vélo. Donc, on arrive, tout bien. Et en fait, le TER arrive sur le quai. Avec Léo, on voit que la porte vélo, elle est un peu plus loin. Donc, on court. Et bref, en fait, il y avait trop de vélos dans le train. Et la contrôleuse nous a hurlé dessus de ne pas rentrer. Sinon, elle partait pas, etc. Et nous, on se dit, bah oui, mais faut qu'on rentre chez nous. Enfin, bref. Donc, bon, bon élève, le train part sans nous. Et là, on se retrouve sur le quai. Et le prochain train est dans 2 heures. Sauf que nous, il fallait qu'on rentre. On avait une contrainte. Et du coup, le contrôleur sur le quai nous dit en vrai, ça arrive tout l'été. C'est un peu la galère, les vélos dans le train. C'était vélo non démonté, mais tu sais, avec les places vélo des TER régionaux. Et donc, il nous dit, attendez, il y a un TGV qui arrive, je vais voir si jamais ils veulent bien vous laisser passer. Et donc, on est rentré dans le prochain TGV qui arrivait 10 minutes après avec nos énormes vélos électriques. Et le contrôleur est resté avec nous tout le long du trajet de 10 minutes en train pour vérifier qu'on ne bougeait pas et qu'on sortait bien à Biarritz. Et après, on a pu rentrer chez nous sains et saufs. Oh, c'est sympa, un petit geste. Ouais. Alors déjà que c'est rare un voyage qui se passe comme prévu. Alors un voyage plus un tournage. Est-ce qu'il y a eu des imprévus particuliers ? Il n'y a pas eu d'imprévus pendant le tournage. Par contre, il y a eu énormément d'imprévus pendant toute la durée du projet. À savoir que on avait du mal à organiser notre vie parce qu'on ne savait pas si on partait en tournage le mois prochain. On a mis du temps à avoir des réponses de personnes qu'on voulait avoir. Il y a des personnes qui voulaient faire le film et qui en fait pouvaient plus faire le film, et donc on a dû trouver des nouvelles personnes engagées. Donc il y a eu des tas d'imprévus, et c'est aussi ce qui fait la beauté du projet et ce qui fait qu'on se dit que c'est intéressant de le montrer à la télé parce qu'il y a des choses à raconter. Mais une fois qu'on était dans le tournage, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Sauf un tournage où ça a été un peu compliqué parce que je pense manque de préparation de notre part, et aussi très compliqué parfois d'arriver dans des contextes où tu sens que t'es 5 personnes avec tes gros équipements, ça fait du volume et ça peut vraiment je pense que ça peut intimider certaines personnes, alors qu'au rendu c'est pas du tout aussi gros que ça paraît. Donc je pense que ça, c'était vraiment le côté imprévu où il y a des personnes, on s'est dit ça va bien se passer à l'écran, et du coup un peu plus difficile une fois que tu es devant la caméra en réalité, parce que c'est un exercice. Rétrospectivement, maintenant que je regarde ça avec du recul, je me dis tout s'est très bien passé, mais en même temps il y a eu plein de hauts et de bas, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle et qu'on a des choses à dire. Clairement. Et toi, personnellement, j'ai vu que tu avais aussi fait quelques voyages, dont un cet été. En février. En février. Oui. Oui, je suis partie jusqu'en Roumanie en train. J'avais un événement familial en Roumanie, et en fait, je voulais pas prendre l'avion juste pour un week-end. Donc, ma sœur et son copain et moi, on s'est motivés pour y aller en train sur une période de 10 jours. Et on s'est dit, puisqu'on va en Roumanie en train, autant visiter les villes sur le chemin, à savoir, on a fait Paris-Vienne, on a visité Vienne 3 jours, ensuite Vienne-Bucarest, on a visité Bucarest évidemment, et puis Bucarest-Budapest pour une visite de 3 jours, et on est rentré chez nous. Tout ça sur une période de 10 jours. Et franchement, j'étais hyper surprise parce que c'était vraiment la première fois que je faisais un voyage long en train en Europe, et j'étais hyper surprise de voir en fait à quel point c'était proche. Enfin vraiment, on s'en rend pas compte. Je me disais avant, la Roumanie c'est tellement loin, c'est à côté de la mer Noire, c'est à côté de la Turquie, jamais je pourrais y aller comme ça. Et en fait, ça s'est super bien passé, tout s'est trop bien enchaîné, on a eu 0 problème de train. À chaque fois, on avait des correspondances, parfois 3 trains sur la même journée, mais c'était nickel. Et on a pris du coup 3 trains de nuit. Et c'était super cool de faire l'expérience des trains de nuit en Europe de l'Est, parce que c'est pas du tout les mêmes que chez nous. Je me souviens très bien, on rentre dans le train pour Vienne-Bucarest, qui était quand même très long parce qu'on a commencé à 19h le train et on arrivait à 14h le lendemain. Donc c'était vraiment notre plus long train. On s'installe dans notre cabine, donc privée pour nous 3. Et en fait, on s'endort et le lendemain, on se réveille et le train qui était très long à Vienne, en fait, il n'y avait plus de train derrière nous. Donc, c'était trop bizarre. Et notre cabine, tout le wagon était vide parce que tout le monde était descendu à plein d'arrêts sur le chemin. Donc, on se retrouvait tout seul là-dedans. C'était assez particulier comme ambiance, mais super à vivre. Génial. Et puis, j'imagine que ça fait relativiser aussi sur les distances. Carrément. Je trouve que le fait d'expérimenter le voyage en train, en fait, tu te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu imaginais. Là, j'ai envie de partir peut-être en Asie centrale, voire encore plus loin en train.
parce que je me dis, ce voyage en Roumanie, j'ai l'impression que j'ai même pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire dans le train. Tu sais, j'avais prévu plein de bouquins, plein de trucs. C'est un peu aussi des moments d'introspection où tu réfléchis. Ça fait partie du voyage. Et là, je me dis, il me faut plus de temps. Il faut que j'aille plus loin. Je reviens sur le film. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé sans nous spoiler de ce que tu as appris par rapport à la thématique du film? Pourquoi on est en fait dans cette espèce d'inaction climatique? Souvent, la première chose qu'on se dit, c'est que c'est la faute de notre cerveau et qu'on n'est pas fait pour agir. C'est une idée reçue qu'on a beaucoup entendue dans les médias et qui est en fait malheureusement fausse. C'est sûr qu'on a des biais cognitifs. Par exemple, on a toujours un biais d'optimisme où on pense que les choses graves vont arriver aux autres et pas à soi. On a aussi un biais qui fait qu'on juge un événement par ce qui est arrivé récemment. Donc, par exemple, s'il a neigé au mois d'avril, on se dit le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Mais en réalité, ces biais, on peut facilement les dépasser en les connaissant. Par contre, on se donne beaucoup d'excuses pour ne pas agir parce que le changement climatique, c'est quelque chose qui fait beaucoup peur à notre cerveau. Et du coup, ces excuses, en fait, elles sont vraiment là comme un mécanisme de défense en se disant non, mais on essaye de vraiment minimiser ce qui a de l'importance et du coup de minimiser le risque pour nous, la charge émotionnelle. Donc, on se donne des excuses comme c'est la faute des autres, c'est trop tard pour agir, ça coûte trop cher, etc. Et que c'est des excuses qu'on entend très, très fréquemment, qui sont normales à avoir. Ça, c'est hyper important de se le dire déjà. Et pour dépasser le fait d'avoir ces excuses, ce qui est hyper important, c'est de se rendre compte du rôle de la norme sociale. Et en fait, plus que les excuses du cerveau, c'est vraiment la norme sociale qui va énormément jouer parce qu'on a une société qui est construite dans une certaine organisation collective autour des énergies fossiles, autour de, c'est valorisé de prendre ta voiture individuelle pour aller au travail. Mais en fait, il faut vraiment qu'on réinvente nos façons de faire. Et pour réinventer notre façon de faire, il va falloir des personnes assez courageuses dans tous les groupes sociaux, que ce soit des gens de gauche, des gens de droite, des gens chrétiens, bref. Ça, c'est vraiment important, c'est que le changement, il ne viendra pas d'une seule personne. Par exemple, il ne viendra pas de Jean Covici qui va dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il viendra des gens comme nous qui, dans notre groupe social, va vraiment infuser le changement. Et en infusant le changement, pour infuser le changement, ce qui est important, c'est de montrer que c'est possible et que c'est enviable. Donc, plutôt de dire il faut faire ci, il faut faire ça, faire avec. Par exemple, au lieu de partir en Roumanie en avion, on va partir en Roumanie en train et mon cousin va se dire oui, en fait, trop cool que vous l'ayez fait, maintenant j'ai envie de le faire et il va se rendre compte au fur et à mesure que le changement, il est désirable. Et donc, ça va construire des points de bascule qui font qu'à un moment, il y a certaines mesures qui vont devenir plus enviables que d'autres. Par exemple, c'était toujours autorisé de fumer à l'intérieur il y a 15 ans. Enfin, j'aurais pu être avec une cigarette ici jusqu'en 2007. Et aujourd'hui, ça nous semble inconcevable. Donc, il y a des changements de comportement à opérer au niveau individuel qui passent du coup par la prise de conscience qu'on a des biais cognitifs, qu'on se donne des excuses et qu'il faut qu'on évolue. Pour évoluer, tu peux calculer ton empreinte carbone, tu peux te rapprocher de certains groupes qui vont s'engager, tu peux toi-même opérer le changement au sein de ton groupe social, que ce soit tes proches, tes amis. Et si on fait tout ça, je pense qu'on sera sauvés. Ça me fait penser à l'histoire du colibri. Exactement. Il n'y a pas une révolution de se dire on va mettre ça en place et ça va tout changer. Non, en réalité, c'est vraiment des changements de comportement au niveau individuel. La recette, on l'a. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on la met en place. Pour conclure, est-ce que tu as personnellement un prochain voyage en tête ? Oui, j'ai un prochain voyage. Déjà, j'aimerais bien prendre des vacances quand... J'ai pris peu de vacances cette année avec le film et c'est toujours un peu compliqué de prévoir l'agenda. Donc, j'aimerais bien prendre des vacances. Peut-être partir en Écosse en train. Je ne sais pas encore si je pourrais par rapport au montage et à la diffusion du film. Et sinon, une fois que la diffusion du film sera bien entamée d'ici plusieurs mois, j'aimerais beaucoup partir jusqu'au Japon sans avion. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est à suivre. Merci beaucoup Célia et merci à Léo qui est avec nous en régie. Oui, c'est la petite voix qui nous souffle des mots doux. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.